Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du Club de la Presse sur TV 78, la chaîne des Yvelines. Aujourd'hui, pour m'accompagner, non pas en plateau, mais en vision conférence, Alexandre Marquet, bonjour, responsable du secteur de Saint-Quentin pour toutes les nouvelles et de 78actu.fr également. Nouradine Agne, reporter à Marmite FM, bonjour. Radio qui émet depuis Trappes sur le 88.4 FM. Et puis deux journalistes de TV 78, Grégory Canalé, rédacteur en chef adjoint, et Patrice Carmouze, directeur de la rédaction. Bonjour à vous deux. Bonjour Wilfried. En espérant que tout le monde aille bien en étant confiné, nous allons faire ce club de la presse dans une version un peu différente aujourd'hui. Et nous avons un invité, justement, Pierre Bédier. Bonjour à vous. Bonjour. Président du conseil départemental des Yvelines. Et vous allez nous accompagner pendant la première partie de cette émission. Et au sommaire du Club de la Presse ce mois-ci, depuis le 17 mars, le confinement s'applique à toute la France. Comment vit-on cette situation dans les Yvelines? Nous verrons comment les pouvoirs publics s'impliquent, mais aussi comment les citoyens se montrent solidaires. Début de confinement le 17 mars, mais aussi premier tour des municipales la veille, le 16 mars. Que va devenir ce scrutin? Le second tour pourra-t-il se tenir à la rentrée? Le premier sera-t-il annulé? Élément de réponse à suivre. Avant de refermer ce Club de la Presse, nous verrons aussi quelles sont les personnalités du mois, citoyens, élus, personnalités ou personne de l'ombre. Chaque journaliste fera son choix. Nous sommes le 24 avril. Nous débutons ce Club de la Presse avec l'actualité du mois. Nous sommes le 24 avril et nous débutons avec l'actualité du mois. Forcément, nous parlons d'une situation inédite. Depuis 6 semaines aujourd'hui, la France est confinée, situation quasiment semblable dans le reste du monde. Le pays est à l'arrêt, mais il a fallu continuer à le faire tourner un peu. Première question pour vous, justement, Pierre Bédier. Comment s'est organisé le département des Yvelines ? Alors, nous avons des missions que nous devons continuer à assumer, en particulier en direction des personnes les plus fragiles. Donc, nous nous sommes organisés de façon à ce que toutes nos activités traditionnelles puissent continuer avec toutes les mesures de précaution. Alors, c'est par exemple l'aide sociale à l'enfance. On a des milliers d'enfants placés auprès de nous. On ne peut pas les mettre à la rue au prétexte qu'on ne pourrait plus s'en occuper. Donc il a bien fallu s'organiser, ce n'est pas toujours simple. Nous avons aussi des mamans qui sont enceintes, et donc nous les accompagnons dans leur grossesse à travers les PMI. Il a bien fallu que ces PMI continuent à fonctionner. Donc le département a continué son action, a continué à recevoir les publics les plus fragiles qu'il devait recevoir. Et pour toutes celles et tous ceux qui n'avaient pas été en contact avec le public, eh bien, on les a organisés en totalité en télétravail. Vous avez pu continuer malgré tout. Il y a eu des séances du conseil départemental, une séance aussi qui a été organisée en visioconférence. On a eu l'occasion d'en parler. Patrice, je me tourne vers vous, peut-être pour faire un point aussi sur les relations avec l'État, parce que Pierre Bédier nous expliquait que les choses ont fonctionné, mais malgré tout, il y a eu peut-être quelquefois des couacs aussi. Ben oui, est-ce que vous avez ressenti, parce qu'on en parle beaucoup, par rapport aux initiatives que vous pouvez prendre au niveau du département, des freins qui viennent de l'État ou qui viennent des administrations centrales? Alors, pour être très honnête, le couple État-département a très bien fonctionné dans le département des Yvelines. Je pense que ça tient aussi aux qualités des personnalités, des relations qu'on a tissées avec elles. Je pense en particulier au préfet Brault, mais aussi, puisqu'on l'a découverte, à la directrice départementale de l'ARS, qui fait un travail tout à fait remarquable. Donc, nous n'avons pas senti localement ces freins. Ensuite, si vous voulez mon sentiment sur ce qui s'est passé au sommet, je préférerais un peu plus, comment dirais-je, peut-être de transparence, de vérité. On a bien vu les allers-retours sur les masques. Il valait mieux nous dire qu'on n'avait pas de masques, qu'on allait essayer d'en fabriquer, qu'en attendant, il fallait qu'on se débrouille, mais que le masque était quand même utile. Ça nous aurait permis, nous, puisque c'est l'occasion de faire une annonce sur votre antenne, de commander plus tôt les 2,5 millions de masques que nous sommes en train de rechercher auprès de plusieurs fournisseurs, que j'espère avoir avant le 10 mai, de façon à pouvoir, par l'intermédiaire des maires yvelinois, en particulier dans les petites communes qui sont très, très désarmées, très désarçonnées, pouvoir faire une distribution grand public. Grégory Canalé, Grégory souhaitait intervenir. Patrice, allez-y juste avant, oui. Juste pour préciser, parce que c'est intéressant, en période de crise, finalement, on s'aperçoit, quel est au fond
avec l'expérience que vous pouvez avoir, le meilleur en droit de décision, le meilleur niveau de décision, justement, c'est-à-dire celui qui allie à la fois la connaissance de ce qui se passe sur les territoires et puis l'efficacité des mesures prises. Est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est le département, est-ce que c'est la région, est-ce que c'est l'État ou est-ce que c'est la coopération de tous? Alors, le coronavirus aura agi comme un révélateur de toutes les âneries administratives françaises depuis 50 ans. Ce qui marche, et j'ai encore pu le vérifier, c'est le couple commune, qui est le point de référence, le point d'entrée de tout service public pour les Français, et le département. Département dans sa fonction élue, conseil départemental, et dans sa fonction État, préfecture. La région n'est pas sans intérêt. Là, elle doit faire de la coordination stratégique. À l'Île-de-France, il y a la question des transports. Mais la réactivité, elle est dans ce couple-là. Et c'est ce couple que depuis 50 ans, on affaiblit. Au moment de la crise, on s'aperçoit que heureusement qu'il est là, ce couple. Grégory ? Oui, puisqu'on parle des relations avec l'État et qu'on évoque forcément cette date du 11 mai, la fin du confinement, le début du déconfinement, je voulais savoir, Pierre Bédier, comment vous l'envisagez, vous, à l'échelle des Yvelines? Le président de la République a appelé à s'appuyer, en tout cas c'est sa volonté, sur les collectivités territoriales, sur les maires notamment. Comment au niveau des Yvelines vous envisagez? Quel est votre état d'esprit sur cette date du début du déconfinement du 11 mai? Alors, qu'on s'entende bien, on va donner notre avis, mais je ne suis pas certain qu'on nous laisse nous organiser comme on l'entend, pour que nos concitoyens qui nous écoutent comprennent bien que je ne prétends pas avoir un pouvoir que jusqu'ici on ne m'a pas donné, qu'à mon avis on ne me donnera pas. Pour moi, la règle la plus intelligente serait de faire ce que d'autres pays ont fait et ce que nous sommes capables de faire si nous voulons, c'est permettre toutes les activités, je dis bien toutes, à condition que lorsqu'on rentre dans un lieu où il y a plusieurs personnes, on prenne systématiquement ou qu'on fasse prendre systématiquement la température. S'il y a, à travers cette prise de température, suspicion d'infection, dont on ne connaît pas la nature à ce moment-là, immédiatement la personne est dirigée vers un laboratoire pour un test sérologique pour savoir si elle a un simple rhume, une grippette, une rage de dents ou le Covid-19. Si elle a le Covid-19, naturellement, elle reste chez elle, elle est donc confinée. Le temps, c'est 3 semaines, le temps de la quarantaine, c'est une demi-quarantaine donc, et naturellement, elle est suivie. On utilise, et là il faut qu'on soit raisonnable, on utilise ces données téléphoniques pour savoir avec qui elle a été en contact pour faire une enquête épidémiologique rapide, et ainsi on peut reprendre une vie normale, y compris aller au restaurant. Si dans une salle de restaurant on a tous 36,1 de température, la probabilité pour qu'on en contamine un autre est quand même très limitée. Et si on ne reprend pas une vie normale, je ne sais pas comment on va faire. Vous êtes plutôt favorable à l'utilisation d'applications sur les smartphones, par exemple? J'ai sur mon bureau, pardonnez-moi, mais j'en profite pour vous le dire, tous les courriers que je reçois des Yvelinois et des entreprises yvelinoises qui me disent « Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ?» Le château de Breteuil, il est fermé, c'est un château privé, c'est un château où ils se débrouillent pour faire venir du public et pour être en autonomie. Ils ne demandent jamais d'argent public. Il va bien falloir qu'on les aide. Mais on peut pas dépenser l'argent qu'on n'a pas. Donc il faut bien remettre la machine en route avec naturellement un certain nombre de précautions, bien entendu. Mais il faut remettre la machine en route. Voilà. Moi, je suis vraiment partisan de tout faire pour revivre normalement avec des activités normales, même si elles sont ralenties, même s'il y a des contraintes. Alexandre et Nouradine pour toutes les nouvelles 7-8 Actu FR. Et puis Marmite, si vous souhaitez intervenir aussi auprès de Pierre Bédier. Oui, moi, ça serait plutôt pour une question sur les EHPAD. Il y a eu de nombreux décès dans les EHPAD. Est-ce que vous les avez aidés? On a vu qu'il y a un plan d'urgence, notamment à leur destination. Et je voulais savoir si dans les prochaines années, faudrait-il repenser l'accueil de nos aînés par rapport au nombre d'essais qu'il y a eu Oui, on peut s'interroger sur la qualité morale d'une société qui oublie un peu ses aînés. Ils ont pourtant participé, ils nous ont fait. Oui, l'accueil des personnes âgées, c'est effectivement une grande question. Je crois qu'on va avoir plein de questions à se poser à l'issue de cette crise. Enfin,
et donc pas tout de suite, bien entendu. Sur l'accueil des aînés, je veux dire que nous venons de mettre en place, alors on est allé aussi vite que possible parce que on est très dépendant de décisions administratives. Donc, encore une fois, pour nos concitoyens yvelinois qui nous regardent ou nous écoutent, tous les EHPAD vont être testés. Le département finance un test général des résidents et des collaborateurs des EHPAD pour vérifier que leur sérologie est négative. Mais il a fallu naturellement qu'on se mette d'accord avec les normes que les laboratoires proposaient. C'est pour ça que ça a un tout petit peu tardé. Donc, dans 2 semaines, tous les EHPAD des Yvelines auront une photographie précise de l'épidémie et pourront ainsi, naturellement, prendre les mesures de précaution et de prévention. Nouradine ? Oui, Pierre Bédier, Patrice. les déficits explosent, un peu plus de 41 milliards, on en a parlé beaucoup cette semaine pour la sécurité sociale. Les aides aux entreprises, aux particuliers, le département y contribue fortement. Plusieurs millions d'euros, le gouvernement, la région, le département. J'ai une question simple, qui va payer ? Est-ce que ça aura une incidence sur la fiscalité, forcément aussi des ménages peut-être ? On va forcément le payer. Tout ça, c'est de la dette. Et la dette, il faudra bien la rembourser. Je ne crois pas que ceux qui prêtent de l'argent le fassent sans espoir de retour. Alors, dans ces prêts d'argent, c'est un peu compliqué, mais il y a beaucoup les banques centrales. Les banques centrales réagissent bien. Ça, c'est la grande leçon. On nous apprenait ça. Moi, je suis d'une génération où on nous apprenait beaucoup la crise de 1929. Oui, Patrice Carmouze, qui est beaucoup plus jeune que moi, n'en a jamais entendu parler. C'est pour ça qu'il est avec nous aujourd'hui. Nous avions besoin de ces Et lumières. donc, on nous apprenait combien les mauvaises réactions des banques centrales, qui, au lieu d'ouvrir les robinets financiers, les avaient fermés, avaient provoqué l'aggravation de la crise. Et en aggravant la crise, avait entraîné le monde vers la Seconde Guerre mondiale. Donc, ouvrir les robinets, c'est ce qu'il faut faire, parce qu'on ne va pas mourir guéri, ça n'aurait aucun sens. Mais ces robinets ouverts, il faudra bien les fermer un jour et de toute façon rembourser la dette. Donc, oui, c'est nous qui paierons. Alors, on paiera sans doute sous forme d'impôt, on paiera peut-être aussi par l'impôt des pauvres, hélas, qui est l'inflation. Qui est toujours la pire des choses pour les plus modestes. Mais je vois mal comment, en ouvrant les robinets financiers, il n'y aurait pas à nouveau une résurgence de l'inflation. Il faudra essayer de la contrôler. Toujours est-il que je pense qu'aujourd'hui, les réactions des banques centrales sont les bonnes, mais que ne nous faisons pas d'illusions. Et donc, soyons raisonnables dans nos demandes. Il faudra bien un jour payer la note de toute cette histoire. Mais quand Gérald Darmanin dit que justement il ne touchera pas à la fiscalité pour sortir de cette crise, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que c'est probablement et même certainement son intention aujourd'hui. Est-ce que ce sera encore la sienne demain et est-ce qu'il sera encore là après-demain ? Je vois mal comment à un moment donné il n'y aura pas un peu de fiscalité. Patrice, souhaitiez intervenir aussi, peut-être pour faire un parallèle avec la crise de 29, non ? Non, c'était beaucoup plus prosaïque. Mais pour revenir sur ce que vous avez dit, Pierre Bédier, justement sur les restaurants, parce que c'est un secteur qui prend de plein fouet, évidemment, cette crise. On est encore un peu dans le flou sur la réouverture. Est-ce que vous pensez ou souhaitez qu'ils puissent réouvrir, avec les conditions évidemment de précaution utiles, le plus rapidement possible ? Oui, c'est 1 million d'emplois en France, des emplois non délocalisables, enfin c'est dramatique. Il y a les restaurants, il y a les hôtels, toutes les activités. Ça va être tellement compliqué. On ne peut pas dire, il y en a qui restent confinés et d'autres qui ne le sont plus. De mon point de vue, on réouvre, mais en ayant pris toutes les précautions. Port du masque obligatoire, température dans les lieux accueillant plus de 2 personnes obligatoire, même quand vous allez acheter votre pain. Le boulanger, bon, allez, boum, ou la boulangère, un petit coup dans l'oreille, pour voir si vous avez la température ou pas. Et il faut qu'on accepte une certaine traçabilité de nos déplacements pour des raisons sanitaires. Et de vous à moi, ça fait longtemps que les grands opérateurs de téléphone, de toute façon, ont cette traçabilité à des fins commerciales et qui ne nous demandent pas notre avis. Bon.
Pierre Bédier, parmi les différentes compétences du département, il y a aussi la gestion des collèges et la question de la réouverture des établissements scolaires. C'est ce qui préoccupe aussi aujourd'hui les parents. Alors on ne sait pas à quelle date ça se fera. Il y a eu, on peut le dire, tout de même une communication un peu compliquée de la part du gouvernement. Un coup, les écoles ouvraient, ensuite c'était par classe, ensuite ce serait sur le volontariat des parents aussi. Aujourd'hui, quel est votre point de vue sur cette réouverture des collèges? Et puis derrière la réouverture des collèges, même chose, il va falloir refaire fonctionner les cantines centrales, il va falloir faire fonctionner les systèmes d'études, de garde. La doctrine que je viens d'énoncer au moment de la réouverture, elle est à mon avis applicable dans les collèges. Nous avons des personnels administratifs qui peuvent très bien faire la prise de température des élèves quand ils arrivent le matin. S'il y a une suspicion d'infection, hop, test sérologique, sinon les gamins rentrent et puis ils ont une activité normale à l'intérieur du collège. On fait la même chose bien entendu avec les professeurs, on fait la même chose avec les personnels administratifs. Il faut qu'on accepte, alors ça veut dire sans doute des rentrées, au lieu de rentrer en un quart d'heure dans le collège, on va sans doute mettre une demi-heure ou 3/4 d'heure pour rentrer, donc il faudra un peu d'adaptation sur les horaires. Mais c'est quand même pas une contrainte terrible que d'avoir ce système de prise de température qui est, à mon avis, la seule façon d'empêcher que ça reparte. Pierre Bédier, je sais que vous êtes aussi. Pierre Bédier, je sais que vous êtes pris par le temps aussi, donc on va avancer juste un petit peu puisqu'on parle de cette pandémie, de ses différentes conséquences, du déconfinement aussi. Il y a aussi des conséquences humaines. J'aimerais qu'on revienne sur la disparition de Patrick Devedjian aussi, votre ami, président du conseil départemental des Hauts-de-Seine. Aujourd'hui, comment vous envisagez aussi l'avenir après sa disparition pour vos deux départements ? D'abord, sur un plan strictement humain, je n'ai toujours pas fait mon deuil. Donc je ne sais pas vous répondre. J'étais aux obsèques de Patrick, c'était, il y avait sa femme, ses enfants, et on était 3 élus, enfin c'était irréel. Je comprends toute la peine des familles face à ce moment d'une cruauté absolue. Donc moi, j'ai toujours pas fait mon deuil, donc je ne suis pas dans la projection de qu'est-ce que ça va devenir. J'ai naturellement rencontré Georges Siffredi, qui est son premier vice-président et qui assume l'intérim. Donc on continue à vivre ensemble, hein, mais pour l'instant on ne fait pas de projet. Je commencerai à me poser des questions quand le déconfinement sera fini, quand on aura rendu à Patrick Devedjian l'hommage qu'on doit lui rendre. C'était un homme, pas simplement parce que c'est mon ami, mais c'était un homme exceptionnel de culture, exceptionnel de finesse et exceptionnel d'engagement. Patrick était un vrai libéral. Alors je sais qu'en France, le mot libéral, on pense au libéralisme économique échevelé, le capitalisme, les riches, etc. Un libéral, c'est d'abord quelqu'un qui croit que la liberté est la première des choses qu'on doit proposer à nos concitoyens. Et pour en avoir souvent discuté avec lui, je suis beaucoup moins libéral que lui. Cet engagement pour la liberté des autres était son marqueur politique et il était de ce point de vue une personnalité exceptionnelle et admirable. Patrice ? Oui, justement sur ce projet de fusion, est-ce qu'il ne tenait pas quand même beaucoup à la personnalité de Patrick Devedjian et à la vôtre, et à l'accord de ces deux personnalités? Est-ce qu'il peut survivre malheureusement au décès de Patrick Devedjian? Ça, seul l'avenir nous le dira, cher monsieur. Moi, mon engagement reste entier. Je ne sais pas ce que le futur président élu dans les Hauts-de-Seine souhaitera. On a quand même déjà mis beaucoup de choses en commun. Donc, je pense que quand on va faire l'évaluation des gains que nous avons réalisés les uns et les autres, cette idée de fusion devrait reprendre un certain élan. Alors, bien évidemment, la qualité des relations des deux présidents est très importante, bien évidemment, comme dans toute action humaine. Je sais qu'il vous reste juste une minute pour conclure et nous poursuivrons ensuite le club de la presse avec les journalistes des différents médias présents. Pierre Bédier, sur les élections municipales. Aujourd'hui, en quelques mots, même si c'est compliqué de tout aborder, on ne sait pas encore quand elles pourront se tenir. La date du 21 juin avait été abordée. On ne sait pas si elle pourra se maintenir. Le gouvernement devrait se prononcer à la fin du mois de mai. Est-ce qu'il faut tout annuler, revenir sur tout, sachant que si on n'annule pas tout, il y aura forcément aussi des recours. Et j'ai une pensée pour Philippe Briot, notamment le maire du Chénet-Rocancourt, battu de quelques voix avec une participation en baisse de 20% sur sa commune. Alors, d'abord, il y a une règle de droit qui a été rappelée par le Conseil d'État. Donc, le gouvernement, il sera tenu. Toutes les élections acquises sont acquises. Et je ne vois pas au nom de quoi, enfin, ce serait une grande première, on supprime des élections acquises.
Toutes les élections qui ne sont pas acquises, si elles ne se tiennent pas avant la fin juin, pour un deuxième tour, et que ce deuxième tour devait se tenir après les mois de juillet et d'août, eh bien, il faudrait revoter pour les 2 tours. Le premier tour ne serait plus acquis. Ce qui m'amène à dire que réfléchissons à ce qu'est normalement un deuxième tour. J'ai fait quelques élections dans ma vie. Un deuxième tour, ça démarre le lundi matin et ça s'arrête le vendredi soir, c'est-à-dire 5 jours. C'est pas une longue campagne. Moi, je pense, personnellement, qu'on peut très bien, en interdisant effectivement les grands meetings de milliers de personnes, mais dans des réunions communales, sous réserve bien entendu de ce que j'expliquais tout à l'heure, les prises de température, etc., et le fait qu'on écarte les personnes qui sont suspectes, on doit pouvoir tenir une réunion. Il y a généralement une réunion, il n'y en a pas une tous les soirs, et donc faire cette mini-campagne électorale qui dure 5 jours pour avoir un vote. Parce que si on n'a pas le vote au mois de juin, ça veut dire que toutes les intercommunalités sont paralysées. La paralysie des intercommunalités, c'est la paralysie de tous les réseaux, car maintenant, tous les réseaux sont intercommunalisés. C'est les réseaux de transport, les réseaux de ramassage des ordures ménagères, les réseaux d'eau propre et d'eau usée. Enfin, paralysés, j'exagère, mais en difficulté. Et je trouve que c'est un peu dangereux. Voilà. D'autant qu'on a vraiment besoin de la mobilisation de tout le monde. Bon, après, si le gouvernement, tel que je pense, il va le décide qu'on revotera dans les communes où le résultat n'a pas été acquis en septembre et en octobre, j'espère qu'on n'attendra pas la fin octobre, parce qu'encore une fois, tout ça, c'est du temps perdu pour agir au service de nos concitoyens. C'est pas l'intérêt des élus, on s'en fout de l'intérêt des élus, hein, ne vous méprenez pas sur mes propos, c'est qu'on a besoin de pouvoir... Par exemple, pourquoi j'ai réuni le conseil départemental vendredi dernier parce que j'avais besoin qu'il m'autorise un certain nombre de dépenses pour pouvoir dépenser de l'argent au service de mes concitoyens. Merci beaucoup Pierre Bédier, président du conseil départemental, d'avoir été avec nous. Merci, nous allons poursuivre ce club de la presse du mois d'avril, un peu particulier entre journalistes à présent comme d'habitude. On fait juste une courte pause, on regarde ce reportage qui revient justement sur les maires qui ont été réélus dès le premier tour. Dans les Yvelines, plusieurs maires ont été réélus dès ce premier tour des municipales 2020. À Poissy, Carl Olive, liste d'hiver droite, remporte l'élection dans cette ville de 37 000 habitants. Vainqueur en 2014 avec 62,42% des voix, il l'emporte encore plus largement ce dimanche 15 mars. Ce candidat totalise 75,60% des suffrages. La hauteur de ce résultat, oui, je dois avouer que c'est pas ce que nous attendions, même si on était convaincus du travail qui était fait. Vous savez, j'ai répété pendant 6 ans que la réalité, c'était celle du terrain, en adéquation avec les habitants. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, j'aime les habitants comme les habitants même, je le crois. À Saint-Cyr-l'École, la liste Saint-Cyr au cœur 2020, menée par Sonia Brault, maire de la commune depuis février 2019, s'impose avec 55,60% des suffrages face à la liste menée par Lydie Dulompont. À Saint-Germain-en-Laye, Arnaud Péricard, en place depuis 2017, a lui aussi remporté son premier suffrage en tant que tête de liste. L'homme politique diversant totalise 63,89% des suffrages. Il devance notamment Kane Richard de la liste Saint-Germain écologique et solidaire. Ça prouve que les Saint-Germainois se retrouvent dans le projet que nous leur avons proposé, dans la rigueur qui est la nôtre, dans le sérieux et dans les projets que nous avons pour notre ville pour les 6 prochaines années. Je crois que nous sommes des gens crédibles. Nous l'avons démontré pendant 6 ans et nous allons le redémontrer sur les 6 prochaines années. À Sartrouville, Pierre Font, maire historique de la commune depuis 1995, va repartir pour un nouveau mandat. Sa liste Sartrouville J'aime ma ville l'emporte assez facilement avec 62,27% des suffrages. Le maire sortant devance Isabelle Amaglio-Terris. À Bois-d'Arcy, pas de souci pour la liste d'hiver droite de Philippe Benassaya. Le maire sortant en place depuis 2014 repartira pour un nouveau mandat. Il devance Jocelyne Agnier avec 63,67%. À Vélizy-Villacoublay, Pascal Thévenot, maire depuis 2014, s'est lui aussi largement imposé dès ce premier tour avec plus de 60% des suffrages. Les 3 autres candidats, Didier Blanchard, Hugues Orselin et Yasmine Belzenmat, sont largement distancés. C'est assez rare à Vélizy, et puis il y avait quand même 4 listes, donc c'était pas obligatoirement facile de l'imaginer avant. On a tout fait pour, puisque aujourd'hui, finalement, on était un peu les seuls à avoir un programme.
Et maintenant, c'est un peu la satisfaction des Vélésiens sur ce qu'on a fait ces 6 dernières années. À Versailles, commune de 85 000 habitants, François de Mazières, le maire d'hiver droite sortant, partira pour un 3e mandat. Comme en 2014, il a été élu dès le premier tour, cette fois-ci avec 63% des suffrages. Pas que les Versaillais étaient satisfaits du bilan. En tout cas, ils nous l'ont montré dans le vote. Et je leur en remercie du fond du cœur parce que la vie de maire, c'est une vie totalement engagée et c'est une vie où finalement on a un sentiment quasiment d'affection. À Mantes-la-Jolie, le maire sortant Raphaël Cognier, en place depuis décembre 2017, a été réélu avec 72,2% des suffrages. Il devance Marc Jamais, une liste d'hiver gauche. Enfin, Conflans-Sainte-Honorine, la liste Conflans en avant menée par Laurent Brosse remporte le premier tour avec plus de 51%. L'homme politique partira pour un 2e mandat consécutif. Voilà pour ce point sur les maires, en tout cas les maires des Yvelines, hors 50 ans en Yvelines, qui ont été réélus à l'issue du premier tour. Messieurs, donc je le reprécise, ce club de la presse se poursuit sur TV78 avec Alexandre Marquet pour toutes les nouvelles et 78actu.fr, Nouradine Agne pour Marmite FM 88.4 et puis Grégory Canalet et Patrice Carmousse pour TV78. Par rapport à ce que disait Pierre Bédier, on maintient le premier tour, on garde acquis et puis éventuellement il faudra faire revoter les électeurs sur le premier et le second tour lorsque les résultats n'ont pas permis de désigner un maire. Ça vous semble tenable les uns et les autres ? Moi, ça me paraît très très compliqué. Très compliqué d'abord parce qu'on voit bien qu'au mois de juin, on ne pourra pas en effet tenir de réunion, on ne pourra pas aller faire campagne, même s'il a raison de dire que c'est assez court. Enfin, et justement, j'ai peur que si des élections se tiennent en juin, on ait des sortes d'élections au rabais. C'est-à-dire qu'on va avoir eu un premier tour avec à peu près 30% de votants et un deuxième tour avec peut-être encore moins. Parce que les gens il y a quand même eu pas mal de gens qui ont attrapé le Covid-19, notamment des assesseurs, enfin des gens qui étaient dans les bureaux de vote. Je pense que là, il va falloir travailler pour qu'ils viennent encore dans les bureaux de vote. Je pense que les votants seront encore moins nombreux et que donc on risque quand même d'avoir des élections municipales au rabais avec des maires quand même très mal réélus, même si je comprends bien son désir de faire fonctionner la machine. Mais je crois que là, il y a aussi un problème démocratique. Alexandre ? Oui, le gouvernement a un peu écarté l'idée du 21 juin. Je crois qu'on part plutôt vers septembre, voire octobre. Et même septembre-octobre, c'est pas sûr du tout. Et même l'idée qui parle de mars de l'année prochaine. Oui, on parle même d'une échéance en mars qui décalerait d'autres élections, puisqu'il y a aussi les élections, je crois, régionales qui sont prévues à ce moment-là. Oui, puis il y a les sénatoriales aussi, oui, il va falloir... Ouais. Ça peut poser problème. Sur un exemple concret, Nouradine, je me tourne vers vous, puisque Marmite FM est basée à Trappes et que vous connaissez bien cette ville. Si on prend une ville comme Trappes, imaginez un scrutin qui repartirait à zéro avec l'enjeu qu'il peut y avoir, les tensions qu'il peut y avoir, et aussi des fois, pour rentrer d'autres facteurs, les difficultés de mobiliser les électeurs. Tout ça semble très compliqué. Je pense que ça aurait été plus compliqué s'il y avait eu un vainqueur dès le premier tour. Je pense qu'il n'y aura pas de problème particulier à refaire même un premier tour. Moi, la question que je me pose, c'est vraiment la légitimité des élections municipales en tant que telles, même pour les personnes qui ont été élues dès le premier tour. Je vous donne un exemple. 2 exemples. Pour Trappes, par exemple, la participation était de 34%. Seulement, un petit peu plus de 34% cette année, contre plus de 56% en 2014. Montigny-le-Bretonneux, par exemple, cette année, 37,95 au premier tour, contre plus de 56% en 2014. Voilà, quelle est la légitimité, même pour des villes comme Maurepas, certes, où le maire a été réélu directement, ou d'autres villes encore, Montigny, on vient de le citer, pour aussi. Des personnes qui ne sont clairement pas allées voter à cause de la crise sanitaire. Parler de la situation politique, pour poursuivre ce club de la presse, peut-être faire un point et avoir vos ressentis, différents journalistes aussi sur le terrain. Il y a une forte solidarité qui s'est exprimée un peu partout et qui s'est manifestée, des associations, d'illustres inconnus aussi qui ont souhaité se mettre à contribution. Vous la relayez dans vos médias respectifs, Alexandre notamment, et puis Nouradine après ? Oui, c'est l'un des aspects positifs de cette crise sanitaire, c'est qu'il y a eu une solidarité des habitants, solidarité des associations. Je faisais un reportage sur une pharmacie à Montigny-le-Bretonneux qui me disait que pour la première fois de leur vie, ils sont entrés en contact avec les médecins de la ville de Montigny, ce qu'ils ne faisaient jamais.
Et parce que là, vous distribuez les masques notamment. Et là, régulièrement, il distribue les masques, il les appelle pour avoir des nouvelles tous les 2-3 jours, alors que c'est quelque chose qu'ils faisaient jamais et que ça a été un des aspects vraiment positifs pour eux. Nouradine ? Oui, je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire Alexandre. Il y a beaucoup d'associateurs. Le monde associatif est très riche à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et voilà, nous, on a couvert, alors par téléphone, hein, moi, contrairement à Alexandre va un petit peu sur le terrain de temps en temps. Moi, je suis confiné dans mon studio et je suis obligé de passer des appels pour couvrir les événements et ce qui se passe ici. Voilà, il y a des associations qui, c'est pas une surprise, hein, la solidarité a toujours été vraiment à mettre au mot, que ce soit à Trappes ou même dans les villes environnantes. Donc voilà, on essaie de mettre en avant vraiment toutes ces initiatives. Solidarité, Wilfried, des associations, comme le dit Nouradine, il y a aussi des particuliers qui sont lancés dans cet élan de solidarité. On a ouvert aussi, nous, notre antenne, notre chaîne, à des témoignages à distance via différentes plateformes. On avait notamment reçu une élan courtoise à distance qui se proposait de faire des courses pour les personnes âgées, celles qui ne pouvaient pas sortir et qui étaient obligées de rester dans le confinement. Et on a vu aussi un élan envers les agriculteurs. On va peut-être en reparler tout à l'heure, mais il y a cette plateforme qui a été lancée par le gouvernement. Alors, ce n'est pas du bénévolat, hein, les personnes se portent volontaires pour des missions rémunérées auprès des agriculteurs, mais ce sont plus de 300 000 personnes au travers de la France qui sont portées volontaires pour prêter main forte aux agriculteurs. On rappelle que juste avant cette crise, il y avait un contexte d'agribashing, de renoncement, d'une certaine opposition face au monde agricole. Donc, on peut aussi dire que ce monde agricole a été sorti peut-être grandi, sera sorti grandi de cette crise. Grande solidarité également des chefs et des cuisiniers. Nous, on a relayé plusieurs fois les repas faits par Jean-Christophe Broudy, qui est un chef basé à Morpa et qui cuisine régulièrement pour le centre hospitalier de Versailles et qui délecte les personnels soignants de ses mets tous les jours. Voilà, il fait des livraisons tous les jours à ce centre hospitalier. Patrice, si on se projette un petit peu, vous imaginez tout cet élan de solidarité se poursuivre aussi et une réorganisation plus profonde de la société, parce qu'il y a un moment, et on l'entend aussi, et je reviens sur des considérations plus économiques, il y a un moment où, notamment du côté du MEDEF, on dit bon maintenant il va falloir aussi se mettre à travailler. Donc c'est bien tout ce qui est solidarité, c'est bien tout ce qui est engagement, je caricature un petit peu, mais vous me direz si c'est le cas. Mais au-delà de ça, maintenant il faut travailler, il faut produire des richesses et on revient à l'ancien monde peut-être. Moi, je ne suis pas très sûr. Oui, il y a un grand discours sur l'après ne sera jamais comme l'avant. Oui. Je crois que c'est un vieux discours qu'on entend à chaque fois qu'il y a une crise et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais enfin, je pense qu'on revient vite au réflexe d'avant et je ne suis pas sûr tout à fait qu'il y aura un monde d'après. Il va y avoir quand même une période, alors plus concrètement, un peu délicate, un peu difficile, qui est celle de la sortie du virus. On sait très bien que ça risque de durer quand même encore assez longtemps, donc on n'aura pas trouvé de vaccin, on n'en sera pas protégé. Donc peut-être la distance sociale qu'on va avoir même entre nous. On parlait des restaurants, mais c'est vrai que il va falloir que les tables soient écartées, qu'il y ait moins de convivialité, peut-être le fait de se serrer la main, de s'embrasser, tout ça, des choses qui vont peut-être disparaître, qui vont un peu changer quand même les rapports sociaux, je pense. Enfin, ça va être un petit peu compliqué cette période de transition. Et puis peut-être aussi, alors sur le mode du travail, la distanciation au travail, le télétravail, ça, ce sont des choses peut-être qui vont en effet changer un petit peu les habitudes qu'on avait. Je ne crois pas, moi, avoir une vraie révolution avec un monde d'avant, un monde d'après, je ne crois pas trop, mais des petits changements comme ça, perceptibles et importants d'ailleurs. Oui, ça me semble plus vraisemblable. Oui, et puis ça concernera tout le monde, puisqu'on est dans le club de la presse. On peut dire aussi que du côté des médias, il y aura forcément une adaptation, une façon de travailler. Je vois tout le monde hocher de la tête en disant bien évidemment. Alexandre, j'imagine, le 11 mai, je ne sais pas quelles ont été les directives données par votre groupe encore, mais le 11 mai, vous n'allez pas retourner sur le terrain. Nouradine, même chose, tout ne va pas se réouvrir le 11 mai. Moi, j'ai déjà repris. Hein. Moi, j'ai jamais vraiment arrêté. On continue à faire du terrain quand il le faut. On essaie de faire au maximum des interviews au téléphone, mais ça m'arrive aussi d'aller sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure à Nouradine, j'ai fait une distribution de masques à Trappes il y a 2-3 jours. Quand il faut y aller, il faut y aller. Oui, c'est ce qu'on continue à faire, et Grégory est là pour le confirmer aussi sur TV78. Juste une petite différence, Wilfried, avec Alexandre.
c'est que ce soit TV Phil ou nous à Marmite. Nouradine, je vous arrête. TV78. Je sais qu'on ne vous a pas vu depuis longtemps sur notre antenne, mais vous savez, nous avons changé de nom il y a 2 ans. Ouais, la dernière fois que je suis passé, ça s'appelait TV Phil 78. Vous voyez. Marmite, ça s'appelle toujours Marmite. Hein. Marmite, c'est toujours Marmite. Oui, ça s'appelle toujours Marmite. Marmite confinée. Voilà. C'est mieux pour cuire d'ailleurs quand elle est confinée. Bon, bref. Oui. Et du coup, je disais que la différence avec Alexandre, c'est que lui, bon, il a son petit calepin. Il peut se permettre d'avoir une distance peut-être un peu plus importante avec les personnes, alors que nous, que ce soit à TV78 ou sur Marmite, voilà, avec le micro, tout simplement, on a tendance à être beaucoup plus proche des gens, et que du coup, voilà, il y a peut-être des choses à revoir sur. J'ai vu que certains confrères de chaînes d'infos mettaient des plastiques sur leur micro. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais bon, voilà, il va falloir essayer de voir comment nous aussi, qui pouvons être porteurs, hein, c'est pas uniquement pour nous protéger nous. Oui, ça s'applique aussi aux journalistes, ces gestes barrières. Beaucoup de monde, comment on peut protéger tout le monde. Oui, mais en même temps, pardon, excusez-moi. Oui. C'est vrai que le fait, ce confinement qui permet aussi d'avoir des gens comme on est actuellement, par visioconférence, ça permet aussi d'avoir des gens qu'on n'aurait peut-être pas. Enfin, c'est plus difficile de se transporter jusqu'à un studio, d'avoir des gens. Donc, ça ouvre aussi des perspectives. Hein. C'est pas seulement négatif, c'est aussi positif. Oui, et puis ça permet de voir la décoration chez chacun aussi. Voilà. Oui, Alexandre. Mais le rapport humain nous manque quand même. Ah oui, ça manque d'humanité, c'est sûr. Alexandre et puis Grégory, vous vouliez intervenir après. Ouais, ce qu'on peut dire aussi, c'est que cette épidémie va aussi poser des problèmes économiques aussi à la presse. On a pu voir par exemple que Paris-Normandie se trouve en très grande difficulté. Ils étaient déjà fragiles avant et ça les a fragilisés encore plus en raison de pertes de recettes publicitaires concrètement. Et puis j'ai une pensée d'ailleurs pour nos partenaires habituels de ce club de la presse, hein, que ce soit la radio LFM ou encore les gazettes qui d'habitude participent avec nous et qui aujourd'hui sont vraiment en effectif plus que réduit, en chômage partiel pour une grande partie et qui ont dû stopper aussi leurs activités. Grégory ? Pourquoi pas à l'avenir sur TV78 plutôt que de faire des simples, ce qu'on appelle dans le jargon un insert téléphonique, c'est-à-dire d'avoir la personne par téléphone pour une interview, multiplier ce genre de contenu à distance pour avoir les personnes aussi visuellement chez elles, voir aussi leur petit chez eux. Voilà. Patrice, un dernier mot. Non, je voulais poser une question à Nouradine, parce qu'il attrape. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Non, mais c'est vrai qu'on dit qu'il y a des endroits où la situation, notamment le confinement, est très difficile parce que c'est des espaces étroits, parce qu'on a l'habitude de sortir beaucoup plus qu'aujourd'hui. Est-ce que vous avez ce sentiment qu'il y a des quartiers où ça peut être très compliqué ? Alors, pour vous répondre honnêtement, Patrice, il faut vraiment recontextualiser la chose pour comprendre ce qui se passe, non pas seulement à Trappes, mais dans les quartiers populaires en général. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, une maison, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de vivre un confinement. Quand on habite dans une barre d'immeubles où il y a, 12, 15 étages, il est dans des logements souvent petits, on a plus tendance à sortir, même si ce n'est pas uniquement sortir pour prendre l'air, pour être devant le bâtiment, pour tout simplement pour pouvoir respirer et se balader, ce qui est d'ailleurs tout à fait autorisé avec une attestation. Mais c'est vrai qu'il y a eu des points chauds, notamment lors de contrôles de police qui ont un peu dégénéré. Nous ne nous voilons pas la face. Après, la situation aujourd'hui et la situation d'hier, c'est la même. Les cas difficiles qu'on a à Trappes ou dans les autres quartiers sont les cas difficiles qui sont toujours présents. En gros, pour parler de façon triviale, ce n'est pas un scoop qu'il y a des voyous, par exemple, qui vivaient dans certains quartiers, qui sont toujours voyous. Hein. Ils n'ont pas mis de côté leurs activités parce que c'était le confinement ou parce qu'ils ont eu peur du Covid. Voilà. Donc ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier. Mais globalement, je dirais, de façon, en tout cas moi, ce que j'ai pu constater, c'est que le confinement a été respecté à 99% des cas dans les quartiers de Trappes. Merci à tous les 5. Patrice, je vais vous libérer parce qu'on va passer aux toutes dernières séquences d'émissions sur les personnalités et puis les prochainement à la une dans les différents médias. Merci à vous, Patrice. À bientôt. On vous retrouve prochainement sur notre antenne, notamment pour PAF, confiné aussi, avec vos chroniqueurs.
Merci Patrice. Merci beaucoup. Très joli chez vous aussi. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal, ouais. Merci Patrice. En fait. Passons aux personnalités du mois à présent. Les personnalités du mois, elles pourraient être nombreuses au vu de l'implication de chacun pendant cette crise. Pour débuter, Nouradine, c'est plutôt un hommage que vous vouliez rendre aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je voulais rendre un hommage à notamment Cheikh Oumar Ba, qui est un des premiers animateurs sur Marmite FM. Dans les années 2002-2003, il co-animait avec d'autres personnes une émission bilingue Peul pour parler de la culture Peul. Donc la culture Peul, bon, les Poulards, comme on les appelle, les Halpoulards, habitent principalement autour du fleuve Sénégal et un peu plus largement autour du fleuve Sénégal. Et du coup, voilà, il a été emporté par le Covid. C'était un médiateur notamment qui travaillait sur Saint-Quentin en Yvelines. C'était un amoureux de cette culture dont je viens de vous parler, la culture Peul. Il était poète également et engagé notamment dans la lutte contre l'esclavage en Mauritanie. Voilà, donc c'est un hommage que je voulais lui rendre. Alors, il n'est pas le seul à être parti. On peut penser également à Kémy Stiberbi, qui est le président de l'association EduTech Multimédia Attrape. Et puis, voilà, plus largement, vraiment faire un hommage et puis une pensée à toutes les familles de toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés et qui vont certainement nous quitter encore pendant cette crise du Covid. Notre côté pour TV78, c'est une profession que nous mettons plutôt à l'honneur ce mois-ci, celle des pharmaciens. Encore une fois, on aurait pu évoquer les infirmiers, les médecins, les enseignants, les éboueurs aussi. Là, ce sont les pharmaciens. Non seulement ils dispensent des conseils, des livres, des médicaments, et puis on en a parlé tout à l'heure avec vous, Alexandre, ils distribuent aussi des masques aux soignants notamment. Il faut aussi noter que les patients qui désertent les cabinets médicaux ou encore les hôpitaux, maintenant, ce sont les pharmaciens qu'ils vont voir. Alors, ils sont en première ligne pour traiter les petits soucis du quotidien, les autres pathologies, et ils ont même fabriqué pour plusieurs leurs propres solutions hydroalcooliques. Et puis demain, pourquoi pas, on va leur demander aussi de réaliser des tests de dépistage du Covid. C'est donc eux que nous mettons aujourd'hui en avant. Grégory, on n'avait pas préparé cette séquence, mais est-ce qu'il y a une personnalité qui vous revient en tête sur toutes celles que vous avez pu recevoir ces derniers temps ? Je parlais tout à l'heure de ce chef de Morpa, Jean-Christophe Broudy, qu'on a interrogé au début de ce confinement, qui est l'un des chefs référents des collèges yvelinois. Il cuisine pour les cuisines centrales de ces collèges yvelinois. Et très vite, au début de cette crise, on a vu plusieurs chefs se lancer dans cette initiative. Il a été l'un des premiers dans les Yvelines à la mettre en place, c'est-à-dire cuisiner des plats pour le personnel soignant, des lasagnes, des plats, des fondants au chocolat aussi. Voilà, il y a eu du dessert également très vite, et il l'a fait pour le centre hospitalier de Versailles. Il a réuni autour de lui plusieurs acteurs. Donc lui, comme il est morpasien, il a fait appel au commerce de Morpa. Il y a notamment le centre commercial Paris-Ouest, Auchan Morpa, qui s'est joint à cet élan, et donc chaque jour il amène ses repas pour les personnels soignants de l'hôpital Mignot au Chénéreau-Cancourt, le centre hospitalier de Versailles. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui nous montrent aussi qu'il est capable, alors non seulement de bien manger, mais aussi après de se dépenser un petit peu. Je pense à Sidi Diallo, Alexandre. Oui, c'est un peu plus léger. Donc moi, je pensais à Sidi Diallo, donc, qui est un coureur un peu hors norme. Il vit à Montigny-le-Bretonneux. Et donc à 65 ans, il a déjà couru 225 marathons et ultramarathons, dont 70 pieds nus, ce qui est déjà une performance. Et là, en plein confinement, il a décidé de courir un marathon dans son appartement, donc sur un parcours de 25 mètres. Donc il a effectué 844 allers-retours dans son appartement. Donc il s'est lancé le matin à 7h du matin et il a fini à 21h53. Et le tout sans douleur ni courbature. Eh bien Nouradine, c'est à vous, dans les locaux de Marmite. Allez-y. D'ailleurs, petite précision pour rebondir sur ce que disait Alexandre. C'est complètement par hasard, puisqu'on rediffuse des portraits de personnalités qu'on avait reçus sur Marmite. Jeudi prochain à 17h30, c'est le portrait de Sidi Diallo qui est diffusé sur Marmite FM. Et j'ajouterais, Nouradine et Alexandre, que cette semaine aussi, nous, on a diffusé sur TV78 un reportage sur Sidi Diallo. Donc vous avez le son, les images, les interviews. On ne s'insulte pas, mais on est tous reliés, visiblement. C'est un peu votre personnalité, donc du moins, en tout cas, celle que vous avez mis en avant aujourd'hui. Alexandre, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Dernière séquence à présent, bientôt à la une. Bientôt à la une, les sujets que vos médias locaux vont relayer dans les prochains jours. Alexandre, je vous laisse la parole à nouveau. À bientôt dans toutes les nouvelles et 78actu.fr. Un premier point aussi sur la situation du monde culturel.
Oui, on a prévu de faire un dossier de 3 pages sur les lieux culturels des Yvelines. Mes collègues et moi, on a interrogé des directeurs de salles pour faire le point un peu sur le département, parce qu'ils ont été durement touchés par la crise sanitaire avec des spectacles annulés, reportés. Et ils sont très inquiets pour la prochaine rentrée, savoir si les prochaines saisons vont pouvoir se tenir, si les gens vont pouvoir venir dans leur salle, s'ils vont en avoir envie, s'ils vont pas avoir peur. Donc un point sur tout ça, sur les intermittents aussi qui n'ont plus de contrat et donc pas de cachet. Voilà, donc un point complet sur le département, sur les différentes salles, sur la scène nationale de Saint-Quentin, à Achères, à Sartrouville, à Aubergenville. Oui, voilà. Parce que les saisons se terminent de toute façon. On est arrivé sur la fin du mois de mai-juin, mais après en septembre, la grande question c'est est-ce que les artistes vont monter sur scène et puis est-ce que les gens auront aussi envie d'y aller? Est-ce que au final tout le monde voudra bien sortir et reprendre une vie plus ou moins normale? Nouradine, Agne, bientôt sur Marmite FM, des témoignages de résidents d'EHPAD aussi. Oui, c'est ça, notamment, pas des résidents, de personnel d'EHPAD qui vont nous dire comment se mettre en place justement toutes ces nouvelles mesures barrières. Alors Pierre Bédier nous en a parlé un petit peu avec les tests qui devraient commencer là à se répandre un petit peu partout dans les Yvelines. Du coup, on va avoir des témoignages dans ce sens-là. On va également parler de ce qu'a évoqué Patrice tout à l'heure, avec la situation dans certaines banlieues. On va essayer d'avoir des témoignages de ce côté-là, et notamment par rapport à ce qu'on appelle les violences policières, parce que c'est également un thème très important pendant cette période de confinement. Et puis, on essaiera de parler également, pour terminer, des AMAP et de cette agriculture de proximité qui sera peut-être tout à l'heure. Grégory parlait d'agribashing avant le confinement. Justement, est-ce que la donne va changer avec ce confinement, même si les Français étaient très attachés à la lutte contre les pesticides notamment et contre le glyphosate? Est-ce que ça ne va pas retourner justement la situation avec ce confinement? Voilà. Merci à vous trois d'avoir participé à ce club de la presse du mois d'avril sur TV78. Merci donc à vous. Je rappelle que vous pouvez retrouver Nouradine Agne sur l'antenne de Marmite FM 88.4 chaque mercredi, notamment à 17h, pour un point complet. Les articles d'Alexandre Marquet sont à lire sur 78actu.fr et puis dans toutes les nouvelles chaque mercredi. Voici d'ailleurs les unes des 2 dernières éditions sur 50 ans en Yvelines, Versailles et puis Rambouillet. Et puis pour TV78, durant cette période, nous vous donnons rendez-vous à 19h chaque soir pour notre édition spéciale coronavirus et confinement. Merci à vous enfin de nous avoir suivis. Prenez soin de vos proches et de vous et à très bientôt.